Bruxelles à la veille du sommet européen. Demain, vous le savez, 12 chefs d'État et de gouvernement vont essayer de sortir l'Europe de l'impasse. Exercice difficile, souvenez-vous du précédent échec, celui de Copenhague il y a quelques mois seulement. Un accord est-il possible? Peut-on encore éviter les crises budgétaires à répétition en Europe? Deux questions essentielles auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir avec toute la rédaction d'Antenne 2 à travers des enquêtes et des reportages réalisés dans les différents pays européens et en France bien sûr. Nous vous présenterons également une interview exclusive de Jacques Delors. Monsieur Delors, le président de la Commission européenne, est avec nous en direct. Nous le retrouvons derrière moi dans quelques instants. Question après la mort sans secours d'un lycéen accidenté aux portes de l'hôpital de Clamart. Le père de la victime écrit à Michel Barzac qui demande l'ouverture d'une enquête. Le meurtrier du policier toulonnais change de prénom. André s'appelle en fait Roberto Succo. Il est bien connu de la police en Italie où il a tué père et mère en 1981. La machine électorale barriste en action devant parlementaires et ministres UDF. Raymond Barre dénonce la convergence des assauts contre lui, tandis que Philippe Mestre présente le conseil politique du candidat. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Oui, retour à Bruxelles en direct avant d'étudier les enjeux, avant de voir des chiffres en compagnie de Monsieur Delors et en compagnie de Philippe Sassier, notre spécialiste qui est du voyage également ce soir. J'aimerais vous présenter une image symbole qui préfigure, je crois, fort bien l'Europe unique de 1992. La voici cette image. Progressivement, on va supprimer les panneaux douanes pour installer des panneaux aux couleurs de l'Europe. C'est l'image de l'Europe en marche. Espérons qu'elle sera gravée dans tous les esprits demain, quand s'ouvrira le sommet de Bruxelles. Pour l'instant, ce n'est encore, vous l'avez compris, qu'une fiction. Voilà, alors regardez ce qu'il faut faire. Fini, douane, on tourne, vive l'Europe. On est un peu cocardier, hein. On a mis France, mais on peut mettre Belgique, Luxembourg, etc., etc. Nous sommes 12. Voilà, je vais un peu vous présenter maintenant le décor dans lequel nous allons évoluer ce soir. Nous sommes dans l'immeuble Berlaymont. Le Berlaymont, tout le monde connaît, c'est cet immeuble qui est l'image même de la communauté européenne, en plein cœur de Bruxelles. Tout le monde le connaît, vous l'avez vu tout à l'heure dernière mois en ouverture. Mais ce soir, suivez-moi. Ce soir, nous avons rendez-vous avec le maître des lieux, le patron de la commission de Bruxelles, Monsieur Delors. Monsieur Delors, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sagnier. Et merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Et c'est ici donc que s'élabore l'Europe de 92 dont on parle tant? Voilà, ouais. C'est ici qu'a été même créée l'idée de 92. Et vous êtes combien autour de la table? C'est comme le Conseil des ministres? Oui, nous sommes 17. Faisons le tour du propriétaire. Alors, il y en a un qui est en charge des finances, un autre des relations extérieures, l'industrie, la recherche, la coopération avec les pays en voie de développement, voilà, etc. C'est à la fois une force de proposition et l'exécutif de l'Europe des 12. Hein. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Et le gardien de l'intérêt européen. On peut, comme un arbitre, sortir le carton jaune quand un pays ne respecte pas les règles du jeu. Vous sortez souvent le carton jaune? Oui. Discrètement. Discrètement, mais oui, nous le toujours. faisons. Mais vous ne sortez personne. Comment? Vous ne sortez personne. Ah, ça, nous n'avons pas ce pouvoir et nous ne le souhaitons pas d'ailleurs. Tout à fait. Alors vous avez avec vous 13 000 fonctionnaires. Oui. Pas trop difficile à manager. Ce sont des gens qui viennent de partout. Non, parce qu'ils sont tous imprégnés de l'idéal européen et sont dévoués, ce qui fait que même lorsqu'il y a des désaccords, des arbitrages, tout se passe bien. Ce sont des eurocrates, c'est comme ça qu'on dit, non? Non, disons des fonctionnaires européens. Ouais, c'était pas péjoratif hein, dans ma bouche. Oui, mais enfin, en France, ça a un petit parfum, une connotation un peu péjorative. Merci, vous restez avec nous tout au long de cette émission. Grâce à l'un de vos fonctionnaires, nous allons essayer de mieux découvrir les rouages de la communauté économique européenne. C'est un reportage de Maryse Manot. Rhodes-Saint-Genèse, le quartier résidentiel de Bruxelles. Dans ces maisons cossues, beaucoup de fonctionnaires européens. Au numéro 5 de cette rue vivent les Landaburu, l'une des 700 familles espagnoles, les dernières arrivées dans la communauté. 7 heures, Eneko Landaburu, directeur de la politique régionale, prend son petit déjeuner en famille. Le porridge a remplacé les churros et les enfants vont à l'école européenne. Il y a trop de monde et on est 3000 élèves. Alors le directeur a dit que ceux qui étaient hors de la communauté ils ne pouvaient plus venir. Ils ont tous les moyens, je veux dire. On est dans l'école, c'est qu'on a les moyens. Dans cette école, on enseigne en 7 langues et Katialine est déjà trilingue. 1 heure plus tard, son père arrive au Berlaymont, le siège de la communauté. Rue de la Loi, il n'a pas moins de 13 000 collègues, tous fonctionnaires de l'Europe. Ce jour-là, M. Landaburu peaufine l'un des 4 grands dossiers que la Commission soumettra au chef d'État dès jeudi. Il s'agit
du doublement de l'aide aux pays du sud de la communauté. La Commission, c'est un peu le gouvernement de l'Europe. Ses 19 membres proposent les réformes, les ministres ou les chefs d'État les votent. Sur l'issue du sommet, M. Landaburu reste prudent. Quand on est très proche de décisions aussi importantes, je crois, pour l'Europe, on passe par des hauts et des bas. On a un peu des mouvements cycliques de grand optimisme et puis de pessimisme profond. Il n'y aura pas de marché intérieur s'il n'y a pas de politique d'accompagnement qui aide les régions les plus défavorisées à jouer le jeu du marché ouvert, jouer le jeu de la concurrence. À 13h, les dossiers de Landaburu sont déjà sous presse. Imprimés sur place en 9 langues, dans les propres ateliers de la communauté, ils seront prêts pour le sommet. Et puis, tout est bon pour défendre son dossier. Les cocktails, les déjeuners, le Berlaymont a aussi ses restaurants. On y parle beaucoup, on se comprend mieux. À 16h, monsieur le directeur est descendu jusqu'au studio de la communauté. C'est l'heure du direct pour la télévision espagnole. Depuis le matin, il n'aura pas quitté le Berlaymont. Todos indican que Euskadi es una de las regiones con graves problemas de declive industrial y de reestructuración industrial. Venons-en maintenant à l'enjeu du sommet qui s'ouvre demain à Bruxelles. Les 12 vont essayer d'enrayer les crises budgétaires à répétition qui secouent l'Europe depuis quelque temps. 2 chiffres pour mieux comprendre. En 1986, sur 100 francs d'impôt, vous donniez 2 francs. 2 francs à l'Europe. En 92, sur 100 francs d'impôt, ou plutôt de prélèvement, il faudra donner 2 francs 80 pour réaliser le grand marché de 1992. Bref, augmentation raisonnable à condition, bien sûr, de réduire certaines dépenses, notamment les dépenses agricoles. Elles représentent actuellement 2/3 du budget européen. Le schéma semble simple, mais la réalité politique est tout autre. Commentaire de Philippe Sassier. Unie sur la photo, la famille européenne s'est déchirée à Copenhague. Décembre 1987, après 2 jours de discussion, chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à s'entendre sur 2 dossiers majeurs, la maîtrise des dépenses agricoles et l'augmentation des ressources budgétaires de l'Europe. Le 4 décembre, on se sépare sur un échec après avoir décidé une session de rattrapage les 11 et 12 février à Bruxelles. Dans l'intervalle, les 12 se remettent au travail et le 25 janvier dernier, les ministres de l'Agriculture réunis dans la capitale belge concluent un accord pour freiner la production de céréales notamment et pour mettre en jachère, c'est-à-dire renoncer à cultiver 1 million d'hectares en Europe. Effort insuffisant, disent les Anglais et les Hollandais, l'accord se fait à 10. On va donc retrouver du blé et du colza et du tournesol sur la table des discussions de ce Conseil de Bruxelles. Français et Allemands estiment qu'ils ont fait suffisamment de concessions et qu'il s'agit de défendre le niveau de vie de leurs agriculteurs. Le dossier financier, à travers le budget, la contribution britannique, l'aide aux pays les plus pauvres notamment, constitue le 2e écueil de ce Conseil bruxellois. Les discussions qui vont se dérouler derrière ces murs, ceux de l'immeuble Charlemagne, promettent d'être rudes, mais un second échec pourrait freiner la construction européenne. Voilà, vous l'avez compris, les 12 sont pratiquement condamnés à réussir, sinon la plupart des promesses de 92 seraient parfaitement illusoires. Alors il y a quelques jours, vous le savez, vous l'avez vu à la une des journaux, le pessimisme était malheureusement de rigueur. Aujourd'hui, un vent d'optimisme, pas de triomphalisme avant d'avoir conclu demain, mais un vent d'optimisme nous arrive d'Allemagne. Confirmation à Bonn avec Philippe Rochaud. Le chancelier Kohl a dû trouver un compromis face à Mme Thatcher. Les Allemands, qui ne veulent pas être rendus responsables d'un échec à Bruxelles alors qu'ils président la communauté, laisseraient aux Anglais l'intégralité du rabais qu'ils reçoivent. Ils attendent en revanche qu'ils changent de position sur les prix agricoles, mais à la Fédération des paysans, on reste méfiant. Miss Maggie, elle est encore très dure, mais je crois quand même que tout est prêt pour un accord agricole. Donc vous êtes optimiste pour Bruxelles? Pour les choses agricoles, oui. Mais je ne suis pas optimiste pour les autres choses. Ignace Kichler, ministre de l'Agriculture, estime pourtant que le sommet de Bruxelles a de bonnes chances de réussir. Les Allemands acceptent d'augmenter l'aide aux régions défavorisées d'1 milliard d'écus. Apparemment, les Allemands font un geste. Philippe, quelle est la réaction aujourd'hui à Paris? D'abord, à Paris, on examine de très près le compromis proposé par les Allemands. On applaudit au travail fourni par les Allemands, mais quand même, à Paris, on fait plusieurs remarques. D'abord, on estime que ce compromis n'est pas un paquet complet et qu'il offre plusieurs options et que donc il va y avoir beaucoup de discussions extrêmement difficiles. Deuxièmement, le point important à Paris, c'est qu'à Matignon, comme à l'Élysée, on estime qu'il faut absolument réussir à ce sommet de Bruxelles et pour cela, on est prêt à faire des concessions
Sauf sur l'agriculture. Jacques Chirac hier, par exemple, était très très net. Nous avons fait suffisamment de concessions. On n'ira pas plus loin. Enfin, troisièmement, à Paris, on suit de très près les manifestations agricoles qui ont eu lieu aujourd'hui en France, notamment à Angers. On s'inquiète un petit peu. Et c'est donc ma première question à Jacques Delors. Que pensez-vous de ces manifestations? Est-ce que les agriculteurs français ont raison de craindre quelque chose de cette rencontre de Bruxelles? Est-ce qu'un accord pourrait se faire sur leur dos, si vous me passez l'expression? Non, un accord ne se fera pas sur leur dos, mais je comprends leurs préoccupations, comme je comprends celles des travailleurs de l'acier, du textile, des chantiers navals, lorsque le monde change autour de nous et qu'il n'y a plus que deux options, ou disparaître ou s'adapter. Le temps est venu pour l'agriculture de s'adapter, mais pas de disparaître. Ce midi, au cours d'une conférence de presse, vous avez déclaré que les divergences étaient infimes au sein de l'Europe des 12. Vous voulez dire quoi? C'était là aussi une note d'optimisme? Non, je veux dire par là qu'en matière agricole, le travail accompli par la présidence allemande en collaboration avec nous, comme sur les autres dossiers, a permis de simplifier considérablement le produit, si je peux dire. Et demain, pour reprendre l'expression de Philippe Sassier, il n'y aura que 5 options sur tout le paquet, ce qui n'est pas beaucoup. Nous rentrerons dans le détail tout à l'heure, Monsieur le Président. On vous retrouve donc dans quelques minutes. En attendant, on va faire un crochet par Paris, histoire de voir quels sont les autres faits marquants de l'actualité. Marc Hauteman, c'est à vous, vous avez la parole. Oui, Henri, d'abord, la mort de cet adolescent à quelques mètres d'un hôpital. Le 31 décembre dernier, Éric Pernaut est renversé par une voiture presque devant l'hôpital Béclair à Clamart, près de Paris. Il est grièvement blessé et les secours vont beaucoup tarder. Sa famille vient de porter plainte et Michel Barzac a demandé ce matin l'ouverture d'une enquête. Emmanuel Vanier. Éric avait 18 ans, il est mort à quelques mètres d'un hôpital et sur le moment, aucun médecin, aucune infirmière ne lui a porté secours. J'en veux à personne, j'ai aucune méchanceté. J'ai simplement ma peine. J'en veux à personne, ni à l'automobiliste. J'en veux à personne, Il y a un mois, Éric est renversé par une voiture à la porte même de l'hôpital de Clamart. Il est grièvement blessé à la tête. Son ami court prévenir les urgences, mais pendant de longues minutes, personne ne bouge. Un témoin confirme. Les pompiers sont arrivés en 3 minutes. Par contre, à mon avis, ceux qui ne sont pas sortis à temps et qui sont sortis après, c'est-à-dire 30 minutes après, ce sont les gens de l'hôpital. C'est eux qui auraient dû sortir en premier et ils sont sortis les derniers. Et je pense que si le garçon a terminé de cette façon tragique, c'est parce que les gens de l'hôpital Béclair ne sont pas venus lui apporter les premiers soins. Pourtant, 2 circulaires datées de 1954 et 1972 obligent médecins et infirmières à secourir les victimes d'accidents survenant à proximité d'un hôpital. Porter assistance à une personne en danger, c'est un devoir que le ministère de la Santé va rappeler très prochainement. Je vais faire une circulaire pour dire que dans ce cas de figure, il faut bien évidemment aller à l'extérieur et même si le transport n'est pas possible, eh bien au moins qu'il y ait une présence d'aide à personne en danger. Michel Barzac a par ailleurs décidé d'ouvrir une enquête afin de déterminer les responsabilités. Sur la piste de Roberto Succo, alias André, le tueur fou en cavale qui a disparu en Suisse, celui qui a abattu le policier à Toulon. Un avis de recherche a été lancé aujourd'hui. Progressivement, les policiers reconstituent l'itinéraire et surtout la personnalité de cet homme de 26 ans, déjà meurtrier de ses parents. Enquête Hervé Brusini et Marcel Tria. Une simple photo pour témoigner d'une tragédie. Le 9 avril 81, ce jeune homme de 19 ans, Roberto Succo, assassinait ses parents dans cette maison de Mestre, près de Venise. Devant les policiers, il dira « On me refusait trop souvent l'utilisation de la voiture familiale ». À l'époque, la justice italienne le reconnaît irresponsable, malade. Condamné à 10 ans de détention dans un asile psychiatrique, il va pourtant passer son baccalauréat. Peu à peu, son état s'améliore et 5 ans plus tard, le voilà placé en régime de semi-liberté. Il s'inscrit en faculté, mais en juin 86, il disparaît. Le défenseur de Succo se souviendra toujours du premier interrogatoire de son client. C'était extrêmement calme. C'était extraordinaire. Il avait tué son père et sa mère, tous les deux. Il a raconté les événements avec un froideur extrêmement, pour moi, incompréhensible. Les photos, les empreintes digitales prouvent que Succo est bien le meurtrier du policier de Toulon, qu'il est cet homme en cavale depuis 13 jours, recherché par les polices françaises, suisses et italiennes.
Changement de cap au Parti communiste. À 2 mois et demi de l'élection présidentielle, le PC affirme vouloir faire barrage à la droite et les critiques contre le Parti socialiste changent de registre. Extrait de la conférence de presse ce matin de Georges Marchais à l'issue du comité central. Le vote pour André Lajoigny va permettre d'émettre un avis critique sur l'action de François Mitterrand. 1 an après avoir été élu, celui-ci a rompu les engagements qu'il avait pris devant notre peuple. Des millions et des millions d'hommes, de femmes, de jeunes qui s'apprêtent à voter pour François Mitterrand au second tour parce qu'ils veulent empêcher l'élection d'un président de droite, n'ont pas pour autant envie d'approuver un tel bilan du président sortant et de l'encourager à continuer demain la même politique de droite. Premier meeting parisien hier soir pour Jacques Chirac, l'occasion de préciser les grands thèmes de sa campagne. Jacques Chirac qui a proposé, s'il est élu, un référendum sur le code de la nationalité. Pour Lionel Jospin, premier secrétaire du PS, un tel référendum n'est pas sérieux car, dit-il, anticonstitutionnel. Des réserves également au sein de la majorité. Le CDS Pierre Meignery n'a pas jugé très opportun l'idée d'un tel référendum. La mise en route de la machine Barre, 48 heures après l'annonce de sa candidature. L'ancien Premier ministre a présenté son conseil politique, mobilisation donc, mais aussi critique très remarquée de ses adversaires. Reportage Olivier Lerner. Raymond Barre compte ses amis. Sur les bancs des sénateurs, 120 sur 319 s'engagent pour sa candidature. Un chiffre en demi-teinte. Le groupe sénatorial UDF au Sénat compte 135 membres. Faites la soustraction. Manque 15 sénateurs UDF ralliés à la candidature Chirac. Sénateurs disciplinés. Ministres et députés plutôt agités, avec Jean-Claude Gaudin en maître de cérémonie. Présence remarquée de François Léotard, absence notable de Valéry Giscard d'Estaing. L'UDF est décidément une grande famille bien difficile à rassembler le même jour, à la même heure et au même endroit. L'UDF, c'est une machine lente à chauffer. Changement de ton lorsque Raymond Barre prend la parole pour dénoncer la convergence des assauts contre sa candidature. Ses adversaires, les socialistes, mais plus encore le RPR, qui est cette fois nettement désigné. Parce que je sais quelles sont les raisons qui expriment la convergence des assauts. Cette raison est très simple. Il est indispensable que je ne sois pas au deuxième tour face au candidat socialiste, quel qu'il soit. Tel est le problème. Des noms, encore des noms sur des listes, encore des listes. Désormais, Raymond Barre peut lui aussi se reposer sur ses conseillers politiques qui se feront un plaisir de répondre aux assauts de toute nature. Jean-François Poncet, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing et proche de Raymond Barre, est l'invité ce soir de l'heure de vérité sur Antenne 2. De nouvelles suites de l'affaire Gorgi. Après la publication par le Nouvel Observateur du procès verbal du diplomate iranien, le juge Boulouk est en difficulté. La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de désigner la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris pour instaurer une information judiciaire. Cette procédure pourrait aboutir à l'inculpation du juge Boulouk pour violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction. Les autres faits marquants de l'actualité avec Isabelle Staes. 8600 km d'autoroute en l'an 2000. Le ministère des Transports annonce la construction de 2900 km supplémentaires. Pour mettre la France au cœur de l'Europe, ce nouveau projet comprendra 6 grands axes, est-ouest et nord-sud, évitant Paris. L'ensemble des travaux créera 26 000 emplois. Les honorables députés britanniques rejoignent les vénérables lords. Ils entrent dans l'ère cathodique. Leurs débats aux chambres des communes seront télévisés dès l'automne. Ainsi en ont décidé les parlementaires eux-mêmes. Une loi expérimentale sans précédent. Une défaite cuisante pour Margaret Thatcher, hostile à une telle mesure. Les Palestiniens arrivés hier à Athènes attendent toujours le feu vert de l'OLP pour embarquer sur le bateau du retour. Affrété par l'organisation palestinienne, le navire doit quitter le port du Pirée pour Israël. Les autorités israéliennes annoncent qu'elles interdiront l'entrée du bâtiment dans leurs eaux territoriales.
Et puis François Mitterrand voyagera désormais tout seul. Alain Juppé, le porte-parole du gouvernement, a indiqué ce matin à l'issue du Conseil des ministres que Bernard Pons avait eu raison de ne pas aller à la Réunion, que désormais les membres du gouvernement ne serviront plus de faire valoir au président dans ses voyages. Exception, les visites d'État, comme celle prévue bientôt en Irlande, et bien sûr le sommet de Bruxelles. Avant de retourner à Bruxelles avec Henri Seigné pour la deuxième partie de notre édition spéciale consacrée au sommet, coup d'œil rapide sur les pronostics de Pierrette Brest-Carté. Demain à Vincennes, il y a 20 partants. Pierrette qui vous conseille de jouer le 17, le 16, le 19 et le 20. Ensuite, le 8, 15, 14 et 13. Voilà, retour donc tout de suite à Bruxelles avec Henri Seigné. Retour donc en direct à Bruxelles en compagnie de Jacques Delors, le président de la Commission européenne, et de Philippe Sassier, qu'on ne présente plus. Nous allons essayer de mieux comprendre, à travers des réflexions et un reportage, le dossier agricole. Dossier épineux s'il en est, synonyme de négociation marathon et également de manifestation. On en a vu quelques images à Angers tout à l'heure. Alors l'agriculture est au cœur du débat, Monsieur le Président, car les aides communautaires représentent 2/3 du budget de la communauté. Je crois qu'il faut le rappeler. Oui, mais il faut surtout rappeler qu'en 2 ans, ces dépenses ont augmenté de 25%. Et il ne s'agit pas de les réduire, mais de maintenir leur croissance dans les années qui viennent, disons pour les 5 ans qui viennent, en dessous de 20 à 25%. Mais on ne peut plus tolérer une explosion agricole. Pourquoi? Parce que nous produisons plus que nous pouvons vendre. Pas simplement nous, mais les Américains et les autres producteurs. Par conséquent, le contribuable européen ne veut pas continuer à financer ces stocks de beurre, de viande ou de céréales que l'on voit. Nous faisons l'impossible pour vendre. Alors ça passe notamment, Monsieur le Président, par la mise en jachère d'un certain nombre de terres. Oh, c'est une des mesures parmi d'autres. Nous en parlerons si vous voulez. On va peut-être voir un exemple. Parce que les agriculteurs français n'aiment pas beaucoup ça, et je vous dirai pourquoi. Tout à fait. Le Parlement européen de Strasbourg, d'ailleurs, a dit oui à la politique de jachère, ou plutôt du gel des terres, entre guillemets, cet après-midi. Une politique qui est déjà très répandue en Allemagne. Voici tout de suite le reportage de Philippe Rochaud. Avec ses terres et son élevage de 500 porcs, Günther Kremaike estime qu'il est un paysan heureux. À 55 ans, Günther est aussi l'un des premiers à avoir accepté de geler une partie de ses terres pour réduire la production. Dans son village de 3000 habitants, Meinersen, au cœur de la Basse-Saxe, il est un pionnier. Voilà 2 ans que cet État régional du nord de l'Allemagne a lancé l'expérience du gel des terres et Günther a d'emblée accepté. Sur 75 hectares qu'il possède ainsi à l'entrée du village, il consacre 60% aux céréales, 30% à la betterave, 2% aux asperges et il a gelé 8% de ses terres. Cette terre qui lui rapporte ainsi par année 3500 francs l'hectare uniquement parce qu'elle ne produit rien. Chez les paysans de Basse-Saxe, le travail n'est pas un trésor, c'est le laisser-faire qui rapporte. À côté des terres de Günther, on sort du pétrole et les paysans de la région reçoivent 5% des revenus de l'or noir sans se salir les mains. Alors si la terre qui dort peut également rapporter, c'est une autre aubaine. Je vois ça comme la meilleure solution. Le gel des terres fait que je ne dois pas récolter des choses dont personne ne voudra et qui seront détruites après. Je ne perds donc pas d'argent, j'ai moins de travail et plus de loisirs. Les paysans de Basse-Saxe qui ont accepté de geler une partie de leurs terres, comme Günther, ont ainsi reçu cette année plus de 200 millions de francs, près du double de l'an passé. La Fédération des paysans estime l'expérience nettement positive et veut en faire profiter les autres pays de la communauté européenne. Alors, est-il moral ou non de laisser sa terre sans produire? Les paysans de Basse-Saxe ont cessé de se poser la question. Oui, c'est quand même un exemple un peu particulier, Monsieur le Président. Il n'y a pas du pétrole partout. Oui, mais cette proposition s'adressera aux volontaires. Oui. Et je peux vous rappeler que mon grand-père, qui était agriculteur en Corrèze, pratiquait la jachère. On appelait ça la seulement triennale. Ouais. 1/3 de céréales, 1/3 de prairies et 1/3 d'autres productions. Mais à terme, vous ne craignez pas une désertification du monde rural? Au contraire. Plus il restera d'agriculteurs présents, plus nous pourrons lutter contre la désertification. Ce qui m'inquiéterait, ça serait la disparition des agriculteurs. Une question plus générale. Vous n'avez pas l'impression que l'Europe avance, mais que c'est un peu la politique des petits pas? On va prendre un exemple, celui de la monnaie, l'écu, dont on parle beaucoup. Il a quand même du mal à s'imposer. Ah oui, mais l'écu, c'est au cœur de la souveraineté de chaque pays. C'est comme la défense, les affaires militaires, ça.
Mais vous avez vu que notre système monétaire européen a résisté aux tempêtes provoquées par les sursauts du dollar. C'est déjà pas mal. Alors de la difficulté de l'écu, voici un reportage tourné pas très loin d'ici, à Strasbourg. Patrice Velay. Des écus, des vrais européens. Mais impossible de faire son marché avec, ce ne sont que des pièces de collection. Et pourtant, à Strasbourg, un magasin s'était mis à la mode européenne. Pendant près de 3 mois, fin 87, affichage en francs et en écus du prix de chaque article. Paiement en traveler ou en eurochèque libellé en écus, mais l'expérience a tourné court. Prenons un exemple, vous venez dans mon magasin, vous achetez un produit pour 150 francs, libellé en écus, ça fait 22 écus. Je remets le chèque à l'encaissement libellé en écus, ça représente environ 148 francs 50 de frais bancaires. Voilà, je vous laisse en tirer les conclusions. Dans les banques, trop peu d'opérations en écus. Quelques centaines par an seulement, leur traitement coûte cher, trop cher. Et de toute façon, pour les Français, l'écu n'est qu'un symbole, pas une vraie monnaie européenne. L'entreprise commence à y venir en faisant des emprunts libellés en écus parce que le risque de change est moindre. Quant aux particuliers, il y a peu de commerçants qui acceptent des écus. D'abord, l'écu n'est pas palpable, donc on n'a pas de vente dans cette monnaie. En fait, la devise préférée des Alsaciens, c'est le Deutschmark, une monnaie forte. Et même à Strasbourg, dans la plus européenne des villes françaises, il faudra des années pour faire rimer Europe avec écu. Oui, rassurez-nous, Monsieur le Président, l'écu, c'est pas simplement une pièce de collection. Non, il est possible d'emprunter en écu, de placer son argent dans des titres en écu. D'ailleurs, l'écu est une des monnaies les plus utilisées sur les marchés financiers. Mais un grand distance nous sépare d'avoir des écus dans notre poche et de payer à la place de francs ou de Deutschmark. Voilà, je crois que le décor est planté concrètement avant le sommet de Bruxelles demain. Essayons maintenant, Philippe, de voir ce qui se passe autour de cette table. Cette table de la Commission. Oui, tout à fait. De quoi discutez-vous autour de cette table? Eh bien, nous préparons les projets, puisque nous avons le monopole de l'initiative. Nous en discutons entre nous, puis ensuite nous appliquons les décisions du Conseil des ministres. Et les conversations sont chaudes, parce que nous sommes des hommes politiques de bords différents, nous représentons des pays, nous l'oublions quand nous sommes ici, mais nous ne pouvons pas l'oublier quand même tout à fait. Alors pour demain, est-ce que le compromis, les nouvelles propositions allemandes vous paraissent débloquer un petit peu la situation? Oui, je pense que sur l'agriculture, nous sommes à 2 doigts d'un accord, à condition que personne ne dramatise sa position et n'en fasse une question de principe. En revanche, sur la partie de ma proposition qui concerne les politiques communes autres que la politique agricole, pour construire la maison de l'Europe, il ne peut pas y avoir que comme base que la politique agricole commune. Il faut qu'il y ait d'autres politiques, la politique de développement régional, la politique de l'emploi, la politique de développement du monde rural. Sur ce point-là, l'écart pour les ressources à nous donner entre ceux qui sont les plus généreux et ceux qui sont les plus réticents, cet écart demeure important et c'est un risque. Ce soir, vous diriez qu'il y a combien de chances de réussite? Oh, je dirais 60%. Est-ce que la proposition allemande de rendre un chèque à Mme Thatcher ne vous a pas surpris? Puisque les Allemands avaient dit plus de chèque maintenant. Oui, mais enfin, ils ont réfléchi. Vous savez, tout est une affaire de compromis. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'Europe n'est pas en crise. L'Europe est en mouvement. La question de savoir si elle va continuer ce mouvement initié par l'objectif 92 ici même. Une dernière question, M. Delors, je vous demande d'y répondre brièvement. Nous sommes pris par le temps à Bruxelles comme partout. Qu'est-ce que vous répondez à certains politiques qui pensent que les hauts fonctionnaires en font trop actuellement? D'abord, nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires, nous sommes des hommes politiques et désignés comme tels. D'autre part, moi je ne joue pas les révolutionnaires, je ne veux pas prendre le pouvoir du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres doit balayer devant sa maison. S'il hésitait moins, s'il prenait plus vite ses décisions, le Conseil européen serait moins empêtré par des détails techniques et nous pourrions mieux faire notre travail. Une dernière question plus personnelle. L'avenir de M. Delors, il est à Bruxelles ou à Paris? Je vais toujours là où il me semble que je serai le plus utile. Mais le reste, vous ne pouvez pas en dire plus, tout au moins dans l'immédiat. Non, je n'ai aucune inquiétude de ce point de vue. Merci. Actualité oblige, notre météo sera européenne. Ce soir, Laurent Cabrol nous attend quelque part au cœur de Bruxelles. Et croyez-moi, à Bruxelles ce soir, c'est pas très chaud. Il fait 2 degrés en ce moment à Bruxelles, 2 degrés. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici nous réchauffer dans ce café avec les Bruxellois. Nous allons vous proposer ce soir une météo européenne. Une fois n'est pas coutume. C'est pourquoi sur cette première carte que je vous propose, vous allez apercevoir déjà les dépressions telles qu'elles se situent
situe actuellement sur l'Atlantique, en notant que la dépression qui a apporté cette fameuse tempête sur la Grande-Bretagne dans la journée d'hier, cette tempête où les vents ont soufflé à 170 km/h, cette dépression britannique est en train de s'en aller. C'est pourquoi la situation s'arrange fort heureusement pour nos amis anglais. Vous le savez, 6 personnes sont mortes directement victimes de cette tempête. Les autres dépressions sont situées à peu près partout sur l'Atlantique et elles vont amener des perturbations régulières sur la France mais aussi sur tous les pays d'Europe. Alors c'est notre seconde carte maintenant. Vous allez voir les différentes capitales européennes, pas toutes mais enfin presque toutes, avec le temps qui régnera dans la journée de demain. Vous noterez quand même qu'il fera très beau à Athènes, ah oui, avec des températures agréables, c'est là qu'il fera le plus doux. Vous noterez aussi qu'il y aura de la neige probablement demain matin à Bonn et à Copenhague. Quant au temps que nous aurons en France, bon, ben, c'est un temps pratiquement le même qu'aujourd'hui, avec passage d'une perturbation très rapidement cette nuit et derrière un temps d'alternance, nuages, éclaircies, averses et des températures relativement agréables. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, je crois que c'est le moment. Hein, ici, en tout cas, il fait doux, il fait chaud. Voilà, eh bien, à tout à l'heure. Mesdames, ça c'est du grog bruxellois. Bruxellois, une fois. À la vôtre. Oui, à tout de suite, Laurent. Ça bouge décidément sur Antenne 2 à 23h15. Le dernier journal sera présenté en direct de Jérusalem par Aubry Edler. Aubry accueillera successivement Isaac Rabin, le ministre israélien de la Défense, et Yasser Arafat, le chef de l'OLP. Voilà, bonne soirée sur Antenne 2. Merci de votre accueil et de votre hospitalité, monsieur Delors. Merci à vous. Et bon courage pour le sommet de demain. Hein. Oui, nous n'en manquons pas. Parfait, merci. Bonsoir et à demain 20h en direct de Paris cette fois.